Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Lors de ce webinaire, nous allons parler du lien entre le VIH-Sida au travail de réduction des dommages. Mon nom est Naja Kassir, je travaille à la coalition de politique sur les substances comme coordonnatrice. Je vous rejoins aujourd'hui de Jojage et Munyang, colonialement connus sous le nom de Montréal, qui sont des territoires non cédés Ganagahaga. Je vais inviter tout le monde à vous présenter dans le chat. Vous pouvez dire qui vous êtes, d'où vous venez aujourd'hui. C'est absolument optionnel, bien sûr. Nous aurons une panéliste qui parlera en français aujourd'hui. Donc, si vous pouvez allumer votre fonction d'interprétation, on va poser la question dans le chat, mais vous verrez un globe en bas de votre écran et vous devez simplement sélectionner la langue de votre choix afin de pouvoir écouter de ce webinaire dans la langue que vous choisissez et cela vous offrira l'interprétation. Je reçois un message qui dit que le chat n'est pas ouvert. Ça ne devrait pas être le cas, mais je ne serais pas surprise parce que malheureusement, on n'a pas notre licence Zoom présentement. Donc, désolé. Mais ça sera la dernière fois que ceci aura lieu. Mais si vous voulez, si vous avez des difficultés techniques, je suis sincèrement désolée et on devrait être quand même bien organisé pour le webinaire futur. En parlant de webinaire, marquez vos calendriers. Nous en aurons un sur les frontières et les politiques de substances le 26 novembre à 9h30 heure pacifique et midi et demi heure de l'Est. Nous aurons une période de questions à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez simplement les inscrire dans la boîte Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez également voter des questions. Donc, par exemple, si vous voyez les questions qui sont déjà inscrites et vous aimeriez les voir répondues, simplement cliquez le petit pouce en l'air. Comme ça, lors de la période de questions, je saurai quelles questions prioriser. Sans plus tarder, je vais passer le microphone à DJ Larkin et Jeannette Butler-McPhee pour nous laisser savoir un peu sur la raison d'être de ce webinaire aujourd'hui. Donc, DJ, je pense que tu es d'accord que ça serait moi qui débutera. Bonjour, mon nom est Janet Butler-McPhee, mon prénom sont elle et je suis une co-directrice au réseau de VIH légal. Je suis ici sur le territoire du traité 13, aussi connu comme Toronto. Nous travaillons dans notre organisme à promouvoir le travail de VIH et les effets sur la population marginalisée qui sont davantage marginalisée et criminalisée. Donc, vous pouvez voir que notre travail certainement relie la réduction des dommages au travail des personnes LGBTQ et Two-Spirit. Et les gens de la communauté LGBTQ+, et les personnes avec le VIH constituent une grande portion des gens qui sont marginalisés et criminalisés dans leur vie quotidienne. Ils sont souvent incarcérés sans considération pour leur vécu. J'aimerais pouvoir dire que ceci est historique, mais comme vous savez, la persécution demeure à ce jour. Et alors que nous criminalisons pas les personnes LGBTQ+, au Canada, nous voyons euh, vraiment un- une résistance en ce moment envers ces personnes-là et des problématiques et des tabous par rapport à, à la nomination de leurs conditions. Donc, notre organisme a plus de 23 ans et nous voyons davantage que lors de les programmes qui sont nés pendant la pandémie VIH qui ont permis l'émergence de programmes pour davantage soutenir ces communautés. Et ça a permis la création de politiques pour prévenir le VIH-Sida. Et à travers le monde, ces programmes qui soutiennent la défense des droits des personnes et la prévention du VIH
ont toujours participé à aider la vie de ces personnes-ci. Notre travail se centre sur le vécu de ces personnes et le rejet de la criminalisation, et ça a été une inspiration pour la communauté au sens large. La réduction et la prévention du VIH est un travail essentiel qui permet au changement dans le monde du militantisme, et tous ces mouvements se fient à l'action directe, à la résistance, à la manifestation, et nous continuons à faire ce travail en centrant les personnes avec l'expérience vécue. Aujourd'hui au Canada et globalement, nous voyons l'intersection de crises nombreuses. Les droits humains sont en train de se faire violer, notamment pour la communauté LGBTQ dans le monde. La, la défense des droits et l'accès à la révision des dommages est en train de se faire réprimer davantage et a tué des milliers de personnes depuis 2016, et encore davantage qui n'ont pas été comptées à ce jour. Les personnes qui vivent avec le VIH ou le sida sont davantage affectées par le manque de logement ou en situation d'itinérance, et davantage plus que la population générale. Ici au Canada, la proportion des personnes avec des diagnostics ont été attribuées, qui ont été attribuées à l'injection de substances de drogue, ont été encore plus élevées que d'habitude. Et en même temps, le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de politique pour protéger cette population, qui est vraiment dommage. Nous sommes tellement heureux d'être ici parmi nos collègues avec cette coalition de politique de substances. Je vais avouer avec honte que j'ai une sonnette derrière nous. Donc, bonjour, mon nom est DJ. Je travaille avec la coalition pour la politique de substances du Canada, et je suis excitée d'être ici et d'aller au panel, mais je vais prendre un moment pour dire que nous sommes tellement heureux de faciliter ce panel aujourd'hui. Lors des dernières années, nous avons vu une montée extrême de rhétorique qui est en train de diviser nos communautés, nous demande de nous blâmer et d'abandonner la solidarité que nous savons sauve des vies. Et la solidarité est basée dans l'amour et dans des pratiques communautaires que nous savons sont efficaces, que ce soit les programmes de sites supervisés ou de du partage d'injections sécuritaires ou d'approvisionnement sécuritaire. Nous savons que ces choses-là émergent seulement lorsque nous sommes unis. Donc aujourd'hui, nous voyons davantage de panique et de manque d'information et de désinformation parmi la communauté trans et d'autres communautés. Et notre but est de vraiment rapprocher les gens afin que nous ne soyons pas dans la peur, mais que nous sommes rassemblés. Et ici, dans ce webinaire, nous voulons réunir nos voix pour entendre parler des expériences dans les communautés, les pratiques d'amour et de compassion et les meilleures pratiques que nous avons besoin pour aller de l'avant, et nous rappeler que nous sommes davantage forts unis. Donc, lorsque nous entendons ces rhétoriques politiques, on ne doit pas se laisser arnaquer, on doit se souvenir de la base des choses. Donc, sans plus tarder, allons vers nos panélistes. Merci beaucoup, Janet et DJ. Lorsque j'étais occupée à essayer de gérer les logistiques, j'ai oublié de dire que nous avons tout notre amour à toutes les personnes qui ont la difficulté à même accéder à des traitements de VIH ou de SIDA, que ce soit dû à leur statut ou qui s'y vivent dans des milieux ruraux précaires, que ce soit pour des raisons économiques, ou des personnes mondialement qui ont la difficulté à accéder à des médicaments dû à cette déconnexion de politique et économique. Donc, j'aimerais débuter avec cela. J'aimerais inviter une de mes personnes préférées pour ouvrir ce panel aujourd'hui. Son nom est Anaïs Zeledon Montenegro. Elle est essentiellement quelqu'un qui va nous parler de son expérience d'immigration au Canada dans les années 80 et d'avoir à naviguer ce système et les circonstances à l'époque. Donc, Anaïs. Oui, je suis là. Oui. Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup à Nadia d'avoir compté sur moi pour ce témoignage que je donne aujourd'hui en étant une personne de la communauté LGBTQ depuis le début de la pandémie, il y a 40 ans, dans les années 80. Et je suis Anaïs Zeledon Montenegro qui est arrivée à Montréal en 1985. Direct quand la... Ah, je vais mettre mon vidéo. D'accord. Quand la pandémie commençait à se faire sentir beaucoup parmi la population de la communauté, à ce moment-là, j'étais dans la communauté gay, donc j'ai commencé à fréquenter les endroits, me faire de nouveaux amis, commencer à monter ma vie à Montréal et tranquillement, on s'apercevait que la maladie commençait à faire des ravages euh, parmi notre communauté. Ça a été quelque chose de très brisant. La société et autant nous éloigner aussi du reste de la société car on a commencé à souffrir beaucoup la stigmatisation. Évidemment, la stigmatisation sociale a été très fort, la peur de cette maladie mortelle qui commençait à nous faire sentir de nos amis, la perte de nos amis, la perte de notre chambre, de la, de la communauté. Donc, on a commencé à se mobiliser. Je me rappelle en 1989, Cactus, l'organisme auquel je travaille, je ne me suis pas présenté encore pour qui je travaille, mais au fur et à mesure que je vais donner mon témoignage aujourd'hui, je vais entamer, faire les liens de pourquoi aussi je suis ici avec vous euh, aujourd'hui. Donc voilà, Cactus qui vient d'ouvrir ses portes en 1989, justement à l'année que le mois de décembre, qu'on on avait la rencontre du SIDA à Montréal au Palais des Congrès. On a, on a assisté à la manifestation en grand des personnes qui venaient se faire sentir car à ce moment-là, la maladie était encore très... On n'avait pas les médicaments adéquats, donc la maladie était en train de nous faire perdre beaucoup de monde et les, les distances que la maladie créait de la société, comme je disais au début, c'était quelque chose. Donc, Cactus ouvre les portes à ce moment-là pour les personnes, pour la réduction des méfaits, pour les personnes consommateurs, consommatrices de drogue et pour mettre en place une disponibilité de matériel, autant de consommation comme autant de travail du sexe pour les personnes qui faisaient le travail de 50 à 89. Moi, je n'étais pas dans le milieu à ce moment-là en tant que personne trans. Et sinon, suite de la trithérapie en 95-86, malgré la découverte de la trithérapie, la population trans était toujours très affectée, encore plus euh, euh, stigmatisée, vu que la plupart des personnes de la population trans qui tombaient malades, c'était des personnes qui faisaient le travail du sexe. Malgré tout ça, mon appel comme personne trans est venu me chercher et j'ai fait mon coming out et je commence ma transition en 97, 98, quand Aztec, l'organisme pour lequel je travaille aujourd'hui et que je commence en étant membre de l'organisme, a ouvert les portes pour venir en aide aux personnes de la communauté trans qui étaient affectées par la maladie.
Donc, Aztec, il est venu pour la même créer comme projet de cactus qui était déjà en vigueur pour la réduction des méfaits. Et il y avait seulement la fondatrice qui s'en occupait à ce moment-là. Et nous, les membres, on assistait à des conférences, à des réunions, à des rencontres qui nous ont ouvert les yeux de comment combattre la stigmatisation et comment se protéger en étant travailleuse du sexe. Alors, moi, je commence mon travail de sexe parce que vous savez que à ce moment-là, même ma génération d'avant, des années 60, 70, elle ne pouvait pas se trouver un autre emploi facilement, à moins qu'on avait poursuivi des changements chirurgicaux, etc. Mais encore là, la stigmatisation, la discrimination envers ma population trans était très forte et nous devons nous se mettre ensemble pour faire en sorte qu'Aztec commence à prendre plus de l'ampleur. Et voilà, la, excusez-moi, euh, à tout à l'heure, on a eu beaucoup de problèmes de transmission, de webinaires de ma part, que j'étais un peu stressé. J'ai commencé tranquillement à descendre mon stress, mais la technologie, pour moi, c'est pas mon fort. Donc, on disait la population en 1997, la petite thérapie qui commence. Et moi, en étant travailleuse du sexe, j'entendais des gens qui avaient peur de se faire dévoiler sa séropositivité et on s'est protégé par rapport à notre monde. On était là quand il y avait besoin d'aide, on s'est communiqué parce qu'on s'est rencontrés soit dans la rue ou dans les bars de l'époque. Ensuite, je commence à m'impliquer dans le travail communautaire de différentes façons jusqu'au moment que je retourne à travailler pour Aztec comme intervenante des milieux en faisant en sorte que j'allais m'en occuper à ce moment-là et les personnes migrantes qui commençaient à arriver plus à la mi des années 2010, 2015, on a commencé à avoir beaucoup de personnes migrantes et encore là, le gouvernement, il y avait beaucoup la discrimination des personnes séropositives qui ne pouvaient pas demander faire la demande de refuge, eh bien, on ne pouvait même pas nous faire avoir des chirurgies, de la vaginoplastie à cause de notre séropositivité. C'est interdit jusqu'en 2018 que le gouvernement change de loi. Et à ce moment-là, les portes ont été ouvertes pour la population migrante et Aztec a reçu un grand nombre du monde de personnes, autant qui venaient pour des demandes de refuge sans avoir été euh, séropositive, mais aussi la population trans qui était séropositive. Donc, c'était un défi d'Aztec de pouvoir trouver des médecins qui voulaient travailler avec nous en ayant seulement les papiers de l'immigration fédérale, puisque au Québec, on ne pouvait pas s'en procurer la carte maladie, évidemment, en étant demandeur d'asile. Et puis, parmi les gouvernements fédéraux, on avait l'inclusion des protections médicales. Et c'est comme ça que la clinique Lagora, avec qui je travaille depuis 2021, de très près vis-à-vis pas seulement la population migrante, mais la population trans en général, on est toujours en train de développer plus de connexions, de contacts, mais ce n'est pas évident et on sait bien qu'est-ce qui s'est passé au Québec parmi les derniers rapports de
ministère de Justice et les femmes sages qui est venu encore nous faire sentir plus cette discrimination qu'on souffre depuis le début de la pandémie, mais qu'on est là toujours et grâce à vous, aux personnes alliées, on est toujours protégé par les amis qui nous aident beaucoup, mais qui nous encouragent, qui nous donnent, qui nous ouvrent les portes pour pouvoir assister à des webinaires comme celui-là pour dire que la population trans est toujours à, visée par toute la stigmatisation et tout ce qu'on vit depuis le début de la pandémie. Et moi, j'ai passé par toute la période depuis 40 ans au Québec en étant personne membre de la communauté en travaillant et en ayant l'accompagnement des personnes qui viennent à chercher une meilleure vie au Québec. Donc, j'encourage tout le monde de partager notre, notre peur et de partager notre façon de travailler avec les autres communautés. Et voilà, je ne sais pas si jamais vous avez des questions. Je suis un peu nerveuse parce que ça faisait un petit bout que je faisais plus de webinaires. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je suis un peu stressée. Mais voilà, je suis une preuve vivante que la maladie est toujours là depuis le début, puis que nous sommes en train de nous battre pour nos droits comme on a eu depuis le début de la grande, des grands ravages que la maladie mortelle causait et qu'aujourd'hui, grâce au changement, à l'évolution de la médecine, on peut se protéger, mais ça ne veut pas dire que la lutte est finie. On continue et voilà pour lesquels j'espère que je vais continuer à aider mon monde puisque je suis quand même maintenant dans la soixantaine et que j'ai vécu tout ce temps-là et j'espère que la relève va être là pour continuer notre lutte contre la stigmatisation et la discrimination de la population trans. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. On a encore un peu de temps pour t'entendre parler, puis les gens vont Oui. pouvoir laisser leurs questions dans le Q&A. Moi, je me demande pour toi, rapidement, euh, qu'est-ce que pour toi a beaucoup changé depuis les années 90, puis qu'est-ce qui est resté pareil, tu dirais, en ce qui a trait à l'accès aux services pour justement pour le VIH, pour les personnes LGBT. Euh, ouais, je me demande pour toi, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté la même chose depuis? Je ne pourrais pas trop en parler par rapport au médical, puisque j'avais seulement les témoignages des amis qui, à ce moment-là, dans les années 80, 90, étaient séropositifs et on attendait après l'évolution, quand l'évolution a commencé et que la trithérapie a été mise en place dans les années à la mi-90. Ah, ça, c'était quelque chose ben, vous savez qu'à l'époque, on commençait à prendre beaucoup de pilules. Il y avait toute une panoplie de cocktails de pilules que les gens prenaient. Aujourd'hui, la différence médicalement parlant, c'est juste une pilule. Puis avec la nouvelle loi pour la PrEP, qu'on a maintenant les injections, que les médecins qui accompagnent mon monde, qui n'est pas nécessairement séropositif, qui ont la PrEP, qui essaient de changer de la PrEP en pilule pour la PrEP en injection, que c'est tout récent de 2025. Ça, c'est quelque chose qui a changé vis-à-vis médicalement parlant, la trithérapie et la, la pilule à la place des 10 pilules qu'on prenait au début. Donc, le reste,
c'est différent aussi dans le sens que le travail du sexe ne fait plus comme avant. Le travail du sexe, on avait les contacts plus directs vis-à-vis les collègues de travail, comme les bars, les endroits où on se mettait ensemble. Donc ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, les gens nous communiquent à nous, Aztèques, parce que mon rapport a changé professionnellement parlant. Donc, les excusez-moi, je parle de l'approche psychosociale. C'était aussi un changement, comme je disais, on s'est rencontrés dans les bars, on pouvait parler, mais la stigmatisation reste toujours la même. Malgré que la pilule, c'est plus facile que l'injection pour la PrEP existe, la discrimination vis-à-vis, surtout les personnes trans, itinérantes en plus, consommatrices de drogue, vont être encore stigmatisées. Et nous, à Cactus, je travaille pour Cactus, toujours, on a tout le monde est la bienvenue. L'inclusion est pour tout le monde, autant pour les personnes consommatrices, itinérantes, trans et marginales. Et je suis très, très fier d'avoir Cactus pour nous donner cet appui, ce support. Et le support qu'on a vu changer aussi, c'est qu'on a plus d'alliés. On se rend compte que la maladie, c'était pas seulement une maladie qui concernait une population quelconque. Aujourd'hui, la maladie, ça a plus élargi. La maladie, on en parle plus de partout. On entend dans la télévision et tout, malgré qu'il faudra encore plus à faire plus. Mais mon activisme aujourd'hui, c'est de dire aussi que le travail du sexe est un travail comme n'importe quel autre, qu'on devrait décriminaliser le travail du sexe pour que ça devienne un travail normal aussi, parce que ça aussi, ça causait des discriminations. Le fait que les travailleuses du sexe n'étaient pas à l'aise pour aller parler comme aujourd'hui, on essaie de que les travailleuses du sexe qui connaissent de notre existence puissent venir à nous demander de l'aide sans, si, toujours en étant clair que la confidentialité est de mise, puisque ça, c'était la grande peur du monde, de se faire stigmatisés par le fait que dévoiler leur nom et que la communauté, surtout dans la communauté travailleuse du sexe, puisque ça affectait la clientèle, ça affectait notre travail. Donc, ça a beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, on sont plus les personnes qui viennent dans la rue. Ontario est toujours là. Les bars sont plus là du tout. Donc, pour les filles qui venaient que les clients qui venaient nous rencontrer dans les bars, ça n'existe plus. Donc, les filles travaillent de la maison, les filles nous posent la demande de matériel et on essaie de soit l'apporter chez eux ou qui viennent les chercher au travail, mais avant, on pouvait les rencontrer dans le bar, donner le matériel, avoir des rencontres plus personnalisées que par le web. Et sinon, la rencontre qu'on fait en personne, c'est Aztec, pour qu'ils puissent soit par téléphone, communiquer par email, communiquer par, en personne. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question de la différence de temps entre avant la trithérapie, médicalement parlant, socialement parlant aussi, comment on a changé nos façons de se rencontrer aussi. Oui, absolument, ça répond à ma question. Merci, Anaïs. C'est vraiment intéressant aussi de t'entendre parler de l'évolution, de comment avant, en fait, il y a une espèce d'isolation peut-être qui a commencé par le fait que les communautés peut-être se rencontrent moins dans des espaces en personne à cause de comment le travail du sexe a changé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à apprendre. Mais merci énormément, Anaïs.
Si oui, je Oui, voulais vas-y. juste ajouter une petite anecdote parce que là, en t'écoutant par là, je me rappelais, si, je ne souffre plus la façon que j'étais blessé par les nouvelles avant qu'aujourd'hui, puisque l'espoir, la longévité de vie grâce aux médicaments, que l'idéal c'est de trouver la cure, mais que grâce à ça, mes participantes qui sont accompagnées, il y a ça aussi qui a changé. Mais une petite anecdote, la souffrance qu'on avait de nos amis qui disparaissent dans ces années-là, dans les années 80, ça tombait comme des mouches, la, la, l'immensité des gens qu'on a perdu de toute une génération. Si? Ça, je l'ai vécu en chair et en os, à profondeur avec ma vie avant ma transition. Pendant ma transition, j'ai perdu aussi des gens, mais moins, parce qu'on est moins, évidemment, la représentation des personnes trans malades n'était pas, mais on a perdu aussi des amis et la douleur reste toujours la même, mais c'est juste pour vous faire les liens de comment la maladie des années 80, des années 90, on en perdait moins de gens, mais qu'on perd toujours des gens aujourd'hui malgré l'avance médicale. Merci de Et noter ça. voilà. Je pense c'est important aussi de noter l'aspect humain parce que ben, cette souffrance, elle continue encore, puis c'est pas par hasard. C'est parce que notre gouvernement agit pas. C'est parce que le gouvernement prend des décisions par rapport à nos politiques qui font en sorte que, par exemple, même pas pour les drogues en ce moment, on perd beaucoup de nos proches, beaucoup des personnes avec qui on travaille. Puis c'est ça, c'est pas par hasard, c'est dû aux décisions et à l'inaction de notre gouvernement. Donc, merci de noter ça, Anaïs. Euh, puis, Et maintenant, je vais changer vers l'anglais pour nos prochaines panélistes. C'est Richard, Elliot, c'est à vous. Merci beaucoup d'être ici avec nous. J'aimerais si vous pouvez prendre un moment de vous présenter, expliquer comment vous avez commencé dans ce milieu de travail et comment vous pouvez nous parler des différents connexion entre la réduction de méfaits et les droits des personnes queer et trans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est pas changé, n'a pas évolué? Merci beaucoup pour l'invitation d'être ici avec vous. Bienvenue tout le monde. Je suis de la région Chepuktuk. Macmaquet, c'est aussi connu comme nom colonial, Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je suis un avocat et quelqu'un qui fait le plaidoyer pour les personnes à VIH et je dirige le réseau des soutiens juridiques pour le VIH et je suis sur le CA. Et ça fait des décennies que je travaille sur la défense des droits pour les personnes avec le VIH et je fais aussi, ça touche les questions de les réformes pour les politiques, les enjeux qui touchent les drogues et la réduction de méfaits. Nous avons fait un rapport pour c'était vraiment important d'augmenter le soutien des personnes avec, dans situation de pauvreté qui consomment les drogues. C'est vraiment des enjeux importants à travers ma vie. Je pense qu'on a plusieurs connexions à faire entre le plaidoyer pour les milieux queer et LGBTQI+, et aussi pour la libération des personnes qui consomment les drogues, si on parle de réduction de méfaits, et aussi un peu le milieu juridique punitif qui parle des drogues. Um, J'aimerais vous parler de 3 éléments, juste parce qu'on a manque de temps. C'est histoire partagée, c'est notre réalité pratique et aussi nos niveaux de principe. Alors, je vais vous expliquer. Quand on parle de notre vécu partagé, et je pense que Janet et DJ a touché sur ces enjeux. Quand on parle d'un historique partagé, cette crise de santé publique qui est l'épidémie de VIH et SIDA, et puis la crise des droits humains que la crise de SIDA et VIH a accentué. Ça, c'est vraiment un partie centrale de ce qu'on discute aujourd'hui dans notre discussion.
L'expérience est partagée de vivre, c'est vécu dans l'ombre. On est en l'ombre de les maladies, de la mort depuis longtemps. Et aussi de vivre dans cette l'ombre des réponses ou la manque des réponses aux besoins de ces communautés. Ces communautés qui vivent une stigmatisation ou préjugés semblables. Quand on parle des conduites sexuelles non normales et puis qu'on utilise sur les présences juridiques, il prend davantage. Et puis on a ces politiques qui sont vraiment racinés contre la preuve et contre les droits humains qui continuent. Quand on regarde le Sensivance, ou dans plusieurs situations, on voit que les communautés sont un acteur principal pour créer des services et les bonnes réponses des besoins et répondre aux besoins de ces communautés parce que ces communautés étaient complètement ignorées et étaient devenues le bouc émissaire, presque. Et les milieux plus défense de droits pour les droits des LGBTQIA+, n'étaient pas avancés. C'était vraiment une réponse des besoins de milieux d'épidémie de VIH qui a vraiment poussé de l'avant de ce mouvement d'activisme et militantisme. C'était pas toujours le cas dans les droits pour les personnes queer. C'était vraiment plus le mouvement et l'activisme qui luttait contre la crise en santé publique. Et ça, a pu un peu ouvrir et nous aider à développer la communauté, chercher le financement, créer l'infrastructure pour mobiliser ces communautés. Ce n'est pas juste notre histoire partagée de la stigmatisation, la marginalisation, d'être jeté vers le côté, d'être marginalisé dans cette crise de santé publique. C'est aussi la deuxième couche de nos réalités, le niveau pratique, la réduction de méfaits et les politiques des drogues sont les enjeux des droits queer. Et ça, c'est pourquoi nos mouvements sont liés ensemble, sont traités ensemble. C'est parce que nous sommes les personnes qui consomment les drogues. Les personnes queer ont des taux plus élevés de consommation des drogues, sont plus hauts dans le taux. Si on parle de peut-être problématique, on va pas trop utiliser dans cette discussion, mais c'est des stéréotypes. Et il y a aussi des différences des enjeux quand on parle des patterns, comment les personnes consomment les drogues, c'est quoi les risques, c'est quoi les expériences de tort que les personnes queer qui consomment, c'est différent dans leurs expériences des personnes non queer quand ils consomment des drogues. Il y a aussi des besoins particuliers pour la communauté queer qui consomme. C'est dans les réponses et il y a aussi souvent plusieurs obstacles et barrières d'accéder aux services nécessaires. Alors, nous allons voir qu'il y a une connexion entre ces politiques de lutter pour les droits des personnes queer et les politiques des drogues. Alors, quand on parle des lois punitives sur les enjeux de drogue, vont avoir une influence directe sur les vies et la santé des personnes queer, parce que c'est les personnes queer qui consomment les drogues. Et ils vont affecter le milieu queer d'un ratio plus large parce que on a une communauté qui utilise et consomme et a un niveau d'utilisation problématique des drogues plus commun que la communauté en général. Alors, c'est important de dire nos personnes qui font la défense de droits pour notre milieu, on a besoin d'inclure. Si on veut défendre les vies des personnes queer, on a besoin de défendre les personnes queer qui consomment des drogues aussi. Alors, il faut garder ces enjeux ensemble. Réduction de méfaits et les droits des personnes queer. Ça, c'est une réalité pratique. Peu importe si l'organisme fait ces liens, ça, c'est une autre question. Mais moi, je le vois lié ensemble. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais au-delà du fait qu'il y a un historique partagé entre les réductions des méfaits et la défense des droits, l'expérience des communautés queer sous l'épidémie du VIH, il y a eu la réalité pratique que cette communauté utilise des substances et donc ça devient un enjeu queer. Il y a aussi le fait que
il y a un lien fondamental entre la défense des droits des personnes queer et la défense des droits des personnes qui consomment des substances. Donc, ça, c'est juste un principe fondamental. Des principes tels que le respect de la vie privée, respect pour l'autonomie physique et un engagement envers le rejet de la panique morale et lutter contre l'apparatus de surveillance de l'État et l'oppression par cet apparatus-là. Ce sont des principes fondamentaux sous lesquels la libération queer et la libération des personnes consommatrices de drogue sont protégées. Donc, ce sont des luttes communes et on les entend sous ces mêmes principes. Et comme j'ai dit avant, ça a été très bien illustré dans le cas de la pandémie du VIH spécifiquement, où on a vu cette panique morale, cette stigmatisation et il y a eu une violation de l'autonomie corporelle. Donc, il faut en fait si on voit que ces causes communes ne sont plus liées, il faut donc changer nos principes. Et il faut davantage se lier avec les communautés avec lesquelles nous partageons un historique. Donc, ce sont 3 moyens dans lesquels ces mouvements et communautés sont reliés. Il y a plein d'autres liens, bien sûr. Je pourrais le faire plus tard, mais pour arriver à l'autre question, Naja, c'est comment est-ce que les choses ont évolué? J'aimerais citer 2 points importants. Le premier est que je dirais que le lien desquels je viens de parler ont été pas très, n'ont pas été très bien représentés dans les 2 mouvements. Et, et aussi, ça a créé une limitation d'accès aux services. Donc, ce n'est pas étonnant dans ce cas que les personnes queer ont été assez prominents dans la défense, dans la lutte pour la réduction des dommages. Et néanmoins, les préoccupations des personnes queer qui se consomment ont été largement invisibilisées quand ça vient à la défense des droits et dans le changement politique. Mais jusqu'à très récemment, je dirais. Mais certainement, je dirais que euh, en répit du fait que c'est cette recherche sur ces intersections de l'utilisation de substances qui a été quand même évoluée depuis une décennie, il y a quand même pas beaucoup d'espace dans cette recherche pour l'utilisation de consommation de personnes queer. Et d'une façon similaire, il n'y a pas eu beaucoup d'attention dans le milieu de défense des droits queer qui se centre sur les changements des politiques sur l'utilisation des substances et dans l'agenda sur les personnes queer, ça ne touche pas souvent sur la consommation de drogue, même si c'est comme un enjeu primordial lié à cette communauté. Donc, je crois qu'il y a eu peut-être, il y a eu une invisibilisation ou un manque de reconnaissance du lien entre ces 2 mouvements et insuffisamment de liens la plupart du temps sur le front militant, dans le milieu communautaire et d'organisation. Donc, il y a du potentiel pour bâtir davantage. Donc, ça, c'est une observation sur comment les choses ont évolué. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, et je vais par la suite conclure, mais c'est que nous avons certainement témoigné, certainement dans le contexte canadien, mais je crois que c'est au-delà de celui-ci, que dans les années récentes, il y a eu une tension entre ou à l'interne des organismes communautaires entre des différentes communautés, ou ce qui est plutôt perçu comme étant des communautés différentes, des tensions sur les ressources financières, sur le territorialisme, alors que les organismes tentent d'évoluer leur mandat envers davantage de responsabilités et là, quelles communautés sont affectées. Je crois que c'est vraiment très, très dommage qu'on a eu une analyse très simpliste et très arbitraire de vraiment diviser les populations et les communautés d'usagers d'une façon comme les hommes gays versus les utilisateurs de substances. Donc, qui dessert cette clientèle-là?
Donc, ça a été une tension qui existe dans la réponse au VIH. Beaucoup d'organismes doivent gérer cela. Donc, il n'y a pas de question. Il y a différentes populations, certes, avec différents besoins de services, mais ça peut être difficile de réconcilier ces besoins, surtout dans le contexte d'un manque de ressources. Si vous avez des espaces limités, des heures limitées de service, euh, quand il y a des décisions qui doivent être faites concernant le budget ou des coupures financières, tout cela, mais je crois que c'est vraiment très, très dommage si ces discussions évoluent, comme elles l'ont souvent fait, d'une façon très simpliste de polarisation, comme exemple, homme gay ici, consommateur par là-bas. Donc, je crois que, utilement, ceci est en train d'ignorer la réalité de personnes qui sont à l'intersection de ces deux choses. Mais pour les raisons qu'on a déjà mentionnées, aussi, ceci affaiblit notre réponse collective si envers les abus, euh, qui sont dirigés vers à la fois la communauté LGBT et les personnes consommatrices. Donc, on doit évoluer vers quelque chose pour penser à quelles sont les forces structurelles et reconnaître quel est l'impact que celles-ci ont à nous diviser et ainsi à vraiment affaiblir notre réponse communautaire et ainsi créer plus de ressources, de limitation de ressources. Et même juste si nous sommes en train nous tentons de le contrer, nous ne sommes pas réellement en train de mettre à l'épreuve ces systèmes d'oppression et systèmes de surveillance policière, les, les acteurs politiques qui sont en train de créer cette panique morale. On n'est pas en train de les contrer parce qu'ils sont en train de créer ces enjeux pour leur gain politique. Donc, il ne faut pas perdre ces manigances de vue. Donc, ça, c'est une chose que nous avons vue récemment dans les dernières années. Donc, nous devons vraiment mieux adresser ces problématiques. Donc, j'ai très hâte d'entendre la suite des prochains panélistes. Merci beaucoup, Richard, d'avoir partagé et analysé ces enjeux et comment ceux-ci dérivent des problèmes structurels politiques et aussi comment est-ce que ces défis peuvent avoir un impact sur nous ici qui participons à ce webinaire. C'est important d'avoir ces perspectives et donc, nous tentons ainsi avec ce webinaire de vraiment briser ces silos et entretenir un espace pour ces conversations, briser le quatrième mur. Donc, j'apprécie beaucoup cela. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte de questions. Notre prochain conférencier, c'est Alicia Newman. Alicia, je vais t'inviter à te présenter, nous dire comment est-ce que tu es rentré dans ce domaine et comment est-ce que ces enjeux ont eu un impact sur les communautés autochtones avec lesquelles tu travailles. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Bonjour, je suis Lisha. J'utilise les pronoms Yel. Je suis du clan de l'ours. Je suis descendance mixte européenne et Anishinaabe et je suis située dans la vallée de Madawaska. Je viens aujourd'hui de la région de Sudbury. Comme Naja a mentionné, je travaille pour la stratégie autochtone contre le VIH et le sida d'Ontario. Je suis rentrée dans ce travail un peu par accident. J'ai travaillé à OHUS en 2020 comme la tresse de soutien Two Spirit. Et je travaillais pour les programmes des adultes. Juste être autour de ces communautés, entendre leurs histoires, voir l'amour qu'ils ont. Ça a vraiment changé quelque chose en moi. J'ai vraiment commencé à trouver une valorisation de ce travail de révision des méfaits. Qu'est-ce que celui-ci peut faire pour la communauté?
Ce n'est pas simplement une question de réduction de dommages des substances, mais c'est aussi une question de restauration culturelle envers les communautés. Il y a tellement de puissance lorsque les gens se sentent vus et sécurisés. Et c'est cela qui m'a inspiré à m'impliquer dans le développement de formation de développement à Aarhus. Je voulais prendre ces moyens de soutien et de soins et vraiment les agrandir de façon plus large. Donc, je voulais que nos travailleurs de première ligne puissent avoir les ressources pour vraiment soutenir notre communauté d'une bonne façon et aussi mieux outiller d'autres membres de la communauté et proches soignants dans la communauté afin qu'ils puissent mieux soigner leur clientèle. Donc, pour moi, ce travail euh, a toujours été une question de lien, de compassion, de pouvoir créer des conditions pour que les gens puissent guérir sur leurs propres termes. Donc, je me sens vraiment chez moi ici à Aarhus parce que ceci représente une grande partie de mon travail. Donc, comment sommes-nous parvenus ici? Nous savons que les communautés autochtones ont été affectées de façon disproportionnelle par le VIH-Sida. Je crois qu'il est très important d'observer comment nous sommes rendus à ce moment, d'où est-ce que euh, d'où est-ce que ceci est enraciné, c'est quoi les effets des politiques d'assimilation, les impacts coloniaux, ces mêmes politiques qui ont interdit nos cérémonies et nos connexions et qui ont euh, mis en œuvre la loi sur les Indiens et toutes ces structures qui ont créé ces politiques, ils ont tous contribué aux politiques actuelles. Ces outils de contrôle colonialiste, comme la loi sur les Indiens, les pensionnats, le, le- la rafle des années 60, ça a tout contribué à l'effacement de nos langues et à notre déchirement de nos terres. Donc, il y a des générations de cet héritage qui continue de former comment nous percevons notre existence aujourd'hui. Et nous le percevons dans le fait qu'il y a des plus hauts taux de VIH-Sida dans ces communautés-là et dans ces communautés qui ont vécu des traumatismes intergénérationnels, ceux qui ont été arrachés de leur terre. Et c'est de la négligence systémique. D'autant plus, il y a cette tension de juridiction sur qui va payer pour nos services de santé. Les personnes autochtones sont encore niées des soins médicaux adéquats. Et même avec le principe de Jordan, qui notre population est en train de tomber dans les cracks, est en train de lutter pour du financement. Nous sommes encore en train d'observer ces problèmes dans le milieu des réductions des dommages et quand ça vient au site d'injection supervisée, ces choses-là, on voit la souffrance que les gens ont vécue. Et quand on pense, par exemple, la loi pour les rues sécuritaires, et quand on voit les communautés qui tentent de postuler pour du financement pour essayer de commencer leur propre programme comme des sites d'inversion supervisés, ils ne peuvent même plus le faire à ce jour. Ouais, ultimement, c'est ce qui nous a amenés à où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes présentement en train de témoigner une version actuelle de la rap des années 60, avec un nombre sans précédent d'enfants autochtones qui sont sous la protection de l'État.
Et ces nombres s'accroissent d'une façon alarmante. Et tout ce que ceci fait, c'est que ça fait continuer à perpétuer le traumatisme dans les communautés autochtones. Ça crée ces cycles de perte et de manque de connexion et ça peut directement mener vers la consommation de substances et particulièrement auprès de femmes autochtones car c'est elles qui portent le fardeau du soin dans les communautés. Nous savons qu'il y a un très grand manque d'informations quand ça vient à cette population. Toutes les données qui sont collectionnées ne sont pas, même pas proches d'être suffisantes pour représenter les besoins de la communauté autochtone. Les personnes autochtones euh, qui, ne, qui viennent pour se faire tester, par exemple, sont surtout des personnes hétérosexuelles. Et c'est souvent les personnes enceintes, mais la deuxième plus haute population qui vient, c'est les personnes qui consomment des substances. Et on a vu dans les plus récentes données que la plupart des infections de VIH sont 94 sont reliées à la consommation de substances. Et ceci est un reflet direct de, des lacunes et les manques de réduction des dommages. Donc, essentiellement, si vous allez à Toronto, Parry Sound, il n'y a rien de disponible. Il y a des accès très limités à des échanges d'aiguilles où il n'y a pas de site supervisé, il n'y a pas d'approvisionnement sécuritaire. Simplement, il n'y en a pas. Et des places où il y a, il y a la réduction des méfaits qui existent, ils seront peut-être pas culturellement sécuritaires pour les populations autochtones ou pour n'importe qui d'Autochtones, honnêtement. Et ensuite, tu rajoutes euh, la couche de peur, de terreur, que le système de protection de la jeunesse intervienne. Donc, si ces systèmes n'ont pas été battus ou bâtis pour nous, ils ont été bâtis contre nous. Donc, c'est des énormes barrières essentiellement. On a également vu que les femmes autochtones sont en train de se faire diagnostiquer beaucoup plus tard quand ça vient des infections, ce qui est vraiment une réflexion du manque de confiance que ces femmes-là ont envers le système. Et lorsqu'elles arrivent même à un point de recevoir du traitement, elles vivent peut-être un manque de logement, des manques d'accès à du transport, des personnes qui ont peut-être, si tu es dans une communauté éloignée où tu dois prendre un vol et la place la plus proche que tu peux accéder à des services, c'est que tu dois en fait prendre un avion pour y accéder. C'est terrifiant. Tu ne veux pas avoir à partager ceci avec tout le monde. Donc, c'est vraiment là où la communauté, l'aspect de la communauté doit rentrer en jeu et la partie du militantisme et défense des droits. Nous devons vraiment considérer la cause originale et non seulement le résultat. Pourquoi? Pas juste le quoi. Oui, on a des taux plus élevés d'infection de VIH dans nos communautés, mais ceci n'est pas une question de euh, euh, facteurs individuels ou des comportements risqués. C'est une question structurelle d'oppression systémique auxquelles font face les communautés autochtones. Et pour ajouter, il y a la pauvreté, manque de logement sécuritaire, de l'insécurité alimentaire, du traumatisme. Toutes ces questions systémiques vont accroître la vulnérabilité et le rendre encore plus difficile pour pouvoir vivre d'une bonne manière. C'est une toile encore plus vaste de déterminants sociaux. Ce n'est pas une question de santé isolée. Je pense que j'aimerais
dire aussi que c'est important de regarder vers l'empowerment, les leaderships autochtones et l'autodétermination. Nous savons qu'est-ce qui marche pas. Souvent, les différents groupes autochtones sont mis sur le côté, sont pas là, inclus dans la décision pour le financement. Même si nous sommes consultés, souvent, ça va pas mener au changement des programmes. Et on a ce néocolonialisme qui continue génération après génération. Nous savons qu'on a besoin des approches qui ont plusieurs facettes, mais ils sont bloqués au niveau parlementaire, législatif, politique, à cause des politiques sur les drogues. Quelque chose qu'on veut, c'est assurer que les communautés peuvent faire la conception de leurs propres programmes et ressources qui sont liés à leur communauté. Et la prévention et la santé des peuples autochtones devraient être dans les mains de ces populations autochtones de prendre ces décisions. C'est vraiment les approches sont différentes que le milieu occidental. Nous venez on voit tout le cercle, comment c'est un cycle. Quand on parle de vie spirituelle et une inclusion de diversité de genre, ces personnes font partie de notre cercle. Et des fois, ils étaient poussés à l'extérieur et nous voyons que la collecte des données, souvent, ils vont vraiment effacer l'existence et les expériences des personnes bispirituelles. Ils vont pas être vraiment captés par les recherches. Ils vont être mis dans des catégories. Désolé, mon chien est à côté de moi en train de rêver, faire des bruits, mais si vous l'entendez. Mais ils vont être mis dans une catégorie Yale. Et c'est pas la même chose. Nous avons besoin de rapprocher, apporter les personnes bispirituelles autour de la table pour prendre des décisions. Finalement, j'aimerais donner une petite idée de comment on peut retisser les éléments ensemble. C'est un travail de renforcer nos relations et pas la surveillance. Comment les récoltes de données ou la collecte de données fonctionne, c'est souvent un processus extractiviste. J'ai pris ces données, mais les communautés ne sont pas appuyées après. On veut que ces groupes autochtones soient, dès le début, c'est quoi la recherche et à la fin, comment on veut retourner avec les retombées de ces recherches dans la communauté. On veut être souveraine sur nos données et assurer que la recherche qui est faite sur nos communautés revient à bénéficier de notre communauté. Il n'y a rien pour nous, sans nous. Et ça inclut l'évaluation, les recherches sur les enjeux de VIH, SIDA. Et je pense que, désolée, peut-être que j'ai un peu sorti du chemin de ce que j'étais supposée dire, mais j'espère que c'était clair. Et maintenant, je vais passer la parole à Nadine. Merci, Lisha. Nadine, c'est notre dernière panéliste, mais je voulais juste faire l'écho à quelque chose que Joseph a dit dans les commentaires. C'est de vraiment dire merci, Lisha. Merci d'avoir mis en contexte les données. Souvent, ça arrive quand on travaille sur cette webinaire, on remarque au même moment tous les données autour de la VIH-Sida, surtout en Saskatchewan, et comment il y avait un impact sur les femmes autochtones. Et il y avait des impacts sur impact désappropriés sur les femmes autochtones. Et on était étonnés. Et aussi en Ontario, on voyait ça avec les fermetures des sites supervisés ou des sites d'injection plus sécuritaires. Et nous savons que ça est lié quand on enlève les services, quand on retire les services, les taux d'infection vont augmenter. Et je voulais juste partager ça, et je suis contente que tu as pu expliquer pourquoi ça arrive aujourd'hui. Alors maintenant, on a Nadine Spookemani qui va parler avec nous. On a préparé un panel en parlant des tendances avec l'épidémie de VIH et SIDA, mais aussi
les soins communautaires. Alors, merci Nadine d'être ici avec nous. On est hâte d'écouter ta présentation aujourd'hui. Merci, Naja. Bon après-midi tout le monde. J'aimerais commencer de juste donner mon appréciation à la coalition canadienne sur les politiques, sur les drogues et le soutien juridique pour le VIH-Sida. Merci de créer ce panel. Et mes co-panélistes, je veux vous remercier de comment vous avez rappelé qu'on a une histoire, d'où ça vient. Et Richard, les choses, c'est dur de vous suivre. Vous avez vraiment mené cette conversation et c'est dur de vous suivre. Mais je veux garder un peu de temps de période de questions-réponses. J'aimerais suivre pour expliquer comment j'ai commencé avec ce travail. Ça fait du bien que je vois mes collègues de Manitoba et Ontario ici. Moi, je viens de traiter 13, c'est un territoire ici à Toronto. C'est les territoires traditionnels, Anishinaabe, Huron, Wendat, les Mississaugas de Credit et plusieurs d'autres Premières Nations. On veut reconnaître aussi à notre organisme, c'est quoi le contexte historique et mondial. Pas juste le VIH-Sida, mais pourquoi nous sommes où nous nous trouvons, où nous êtes en ce moment. Moi, je sens que c'est important de me raciner au début de ce travail. Et ça, c'est pourquoi je veux comme un peu crier ou call out Manitoba. C'est pas juste les données qu'on voit sur le terrain, sur les enjeux de VIH uniquement. C'est parce que j'ai commencé ce travail dans les années 90. J'étais née, j'ai grandi dans le traité 13. J'ai commencé ma carrière dans les soins de santé communautaire et regardant autour de moi comme un jeune bébé queer et une personne racisée, une femme cisgenre dans cette ville, assez intéressant. Qu'est-ce que ça... C'est quoi de grandir dans les années 80-90? Et ce que j'ai remarqué, c'est que le monde était en train de mourir, décédé. Et je l'appelle un travail de réduction de méfaits avant qu'on parlait de réduction de méfaits ou réduction des risques. C'était de faire vraiment le travail de terrain, donner des aiguilles, des affaires de produits de sexe plus sécuritaire, tous ces éléments. Et ça, c'est où j'ai appris. Et ça, c'est pourquoi je fais le travail que je fais en ce moment. Quand Lisha parle de pour et par ou rien sans, pour nous sans nous, on parle de Jipameka. Ça, c'est l'engagement vraiment d'avoir les personnes qui vivent avec la VIH au cœur de ce travail. Richard, tu as me parlé des réponses collectives qu'on a besoin de travailler ensemble de nos communautés, de travailler d'un partenariat et avoir des réponses collectives aux ces enjeux. Je parle de ce travail JIPA, MECPA. Alors, c'est pour et par. C'est raciné d'expériences vécues. Alors, les personnes qui vivent avec le VIH, les personnes qui consomment les drogues, ont l'expertise et devraient être centrées dans tout ce travail. En regardant, c'est quoi notre contexte actuel à notre organisme OHTN, c'est vraiment d'appuyer, soutenir les vies des personnes à risque et qui vivent avec le VIH-Sida. On veut utiliser vraiment la preuve, les données. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pu réfléchir dans mon rôle comme leader. On voit maintenant, en 2025, on est toujours dans cette épidémie ou pandémie de VIH. C'est pas quelque chose qui vous étonne. Non, non, tout le monde qui travaille dans ce milieu, on connaît, c'est quand c'est Femme AIDS Committee à Toronto, ça fait son brand de ACT. Et après une 42 ans, ils vont fermer leurs portes. Et pour nous, dans notre communauté, on est en une période de deuil, c'est étonnant. Et on est en train de dire maintenant que c'est pas fini. Le sida, c'est pas fini. Le VIH existe encore. Et je vais vous parler, expliquer la campagne parce que j'aimerais donner un peu d'espoir à cette conversation. En ce moment, ce qui se passe, les chiffres augmentent pour les femmes hétérosexuelles, pour les communautés afro-caraïbes et noires et les personnes qui consomment des drogues et les personnes groupes autochtones.
ou qui sont identifiés plus à risque. Et autour, si on utilise cette carte pour regarder, on voit qu'il y a beaucoup d'informations que nous ne connaissons pas. Sur le sol, il y a une vingtaine de mille personnes qui vivent avec le VIH-Sida et plus que 65 000 au Canada. En Ontario, en 2023, on a vu plus que 700 nouvelles diagnostics et c'était juste en 500 l'année avant. En regard de l'Agence de santé publique au Canada, il y a plus d'infections comparé en 2022. Il y avait juste 18 000, 1800 000 et puis maintenant on a 200. Alors ces chiffres sont pas tard. Ils ne vont pas dire des mensonges. Il y a beaucoup qu'on peut faire parler ces chiffres, mais il manque des enjeux dans ces chiffres quand on parle des enjeux de sexe et versus genre. J'ai eu la chance d'avoir une discussion aujourd'hui, nos partenaires qui parlaient de faire le travail genré. Et les données que nous avons sont limitées. En majorité, on parle de sexe, peut-être binaire, homme-femme. Alors, les personnes non-binaires, les personnes trans ne sont pas représentées par ces données. Peut-être qu'ils vont être inclus dans un de ces deux catégories ou peut-être que non. Et souvent, je réfléchis à la discussion avec mes aînés autour de nous dans cette discussion. Il faut toujours réfléchir qui n'est pas autour de la table, qui n'est pas dans cette discussion, qui ne peut pas passer à travers la porte, qui n'a pas accès à ces dépistages et aussi qui ne suit pas les traitements, qui n'a pas les liens ou le soutien du soin officiel. Quand je réfléchis, ça c'est un exemple. On voit beaucoup de personnes qui vont dire on a une augmentation de dépistage après le COVID. Oui, oui. Alors, si on fait plus de dépistage, on va avoir plus de chiffres. Et les personnes pensent que, une augmentation dans les chiffres, ça veut dire c'est en train d'empérir. Non. Ce que nous savons, il y a eu une augmentation de taux de dépistage et il y a eu une augmentation des fois de traitement et liés vers le soin. Par contre, c'est pas juste des bonnes nouvelles. Nous savons dans la situation d'Ontario, à travers on est à 89 qui sont diagnostiqués jusqu'à 95 qui sont non détectables. Mais c'est la dernière 5%. C'est le dernier chiffre à comme vraiment clôturer. Parce que ce qui a fonctionné pour plusieurs secteurs de nos communautés vont pas travailler pour les communautés qui sont plus affectées. C'est 5%. Alors, ce qui était partagé pour les enjeux des femmes hétérosexuelles dans les milieux autochtones ou communautés autochtones, comment est-ce qu'on peut avoir... Et on posait la question, comment est-ce qu'on peut faire tester les hommes hétérosexuels et voir une plus large image pour eux autres. On a besoin aussi de réfléchir les intersections des déterminants structurels qui bloquent l'accès aux soins de santé. Ça existe encore. Nous avons aussi besoin de regarder et prendre soin des communautés que j'ai mentionnées. Et en parlant de Saskatchewan et Manitoba, ça fait mal de réfléchir, mais il y a une terminologie quand on parle de cet oiseau dans le mine, canary in the coal mine, c'est une expression. Et on augmente les dépistages et une augmentation de chiffres. Et je sais le travail sur le terrain, le monde font du travail incroyable. Par contre, on n'est toujours pas capable de vraiment répondre aux besoins complexes et multiples. Moi, je parle, si on veut expliquer une cascade, j'ai mentionné 3 cascades, mais la première, c'est la qualité de vie. Si le monde n'a pas son précarité économique, logement, alimentation, si on n'a pas accès à des lieux sécuritaires, accès à une les éléments de consommation plus sécuritaires. Et on connaît la réalité en Ontario et si les personnes n'ont pas accès à cette bien-être général, ils vont pas avoir succès de cette cascade. Les personnes qui ont accès sont souvent les hommes cisgenres, mais les hommes blancs.
Mais c'est pas toujours ces populations, c'est souvent les personnes avec un certain privilège socio-économique qui vivent dans les zones urbaines et qui ont un accès à la capitale et le soin santé. Alors, c'est compliqué quand on regarde les enjeux sentimentaux, les personnes qui consomment les drogues. On a fait récemment une étude sur le meth et nous avons entendu parler des populations qui parlaient comment c'est des hommes quand on parle chemsex. Alors, ça, c'est quand il y a des interruptions à avoir accès à une qualité de vie, rester stable avec leur traitement et rester non détectable dans le taux de VIH dans l'ensemble. Les personnes continuent à mourir quand ça fait des moments d'être sur les différents trithérapies pendant les années. Maintenant, on voit que l'âge rentre dans cette évaluation. Et quand je travaillais au Pfeifels avant, ça c'était pour soutenir les personnes qui vivaient avec le VIH à Toronto. Et nous voyons le niveau de complexité, les besoins dans ces communautés. Ça continue d'être le cas. Et les personnes qui décèdent dans nos logements, pas toujours du sida, mais de d'autres maladies qui venaient avec cette le dépendance plus à long terme. Alors moi, je veux soulever cette question de VIH. Peu importe, c'est pas un déterminant social des enjeux de santé. Par contre, les obstacles sociaux et structurels, l'équité de santé et leur vie, c'est vraiment un obstacle pour les personnes de bien vivre avec le VIH et avoir accès aux soins de santé nécessaires. On répète l'histoire. On voit une augmentation des chiffres et la réalité. Je parle de quand ma famille est arrivée en Canada il y a 40 ans. Maintenant, il y a des décennies plus tard, on voit que ça retourne à ces sentiments anti-immigrantes, une augmentation dans les taux de racisme ou les types de racisme, même si racisme n'était pas juste aux premières pages des nouvelles en 2022, quand on avait les pandémies de George Floyd, les pandémies COVID et d'autres réalités socio-économiques qu'on voyait, mais il y avait une augmentation des niveaux de violence, la gentrification, les personnes étaient comme plus marginalisées, on poussé les personnes à l'extérieur de ces lieux plus sécuritaires. Il n'y avait plus de place pour bien vivre. J'aimerais terminer avec un peu d'espoir. Et aussi, je vais parler de qu'est-ce qu'on fait en Ontario avec notre organisme, au HTN. Alors, on veut des approches ciblées. Il faut vraiment avoir des soins holistiques et travailler sur la prévention. On veut travailler sur qu'est-ce qu'on sait qui a fonctionné et qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. J'ai eu un grand plaisir de passer le temps avec OHAS. C'est Olisha. C'est un rassemblement annuel pour les personnes qui vivent avec le VIH des communautés autochtones. Nous, on continue de faire des rencontres. Il y a un groupe de manifestes des personnes noires, un Black Manifesto Group, et eux, ils sonnent l'alarme. Les taux de VIH avec les communautés noires, afro-caribes. Alors, on essaie de faire un plan et on essaie d'investir dans les interventions cliniques pour ces communautés d'Afrique noire et caribéenne à Toronto, mais pas juste à Toronto, à travers la province, parce qu'on voit une augmentation des taux. On veut plus autour de 6 sites cliniques pour cibler ces communautés. Et puis, j'ai parlé d'un hub de réflexion, un think tank, un peu, mais sur le méthamphétamine. Et on parlait de ces communautés qui parlaient des hommes qui parlent de play and pray et puis le sexe avec les substances comme le meth. Et on a un groupe qui s'appelle Vitalik qui va payer
l'accès au laboratoire pour faire le dépistage en attendant d'avoir accès à PEP et PrEP. Alors, on travaille sur les éléments cliniques aussi. Et moi, parce que je sais pas mon milieu, je vais juste dire things, les choses qu'on a besoin de faire au niveau clinique parce que c'est pas mon spécialité. Et on essaie de couvrir les frais pour les clients qui ne sont pas assurés. Et puis, on a PEP. Ça donne l'accès gratuit au PEP et au PrEP pour les personnes qui ne peuvent pas payer à cause de leur statut ou d'autres enjeux au niveau de santé. Finalement, je veux parler des meilleures données. Je sais qu'on a parlé des OKISI données. Alors, ça, c'est des surveillances épidémiologiques à Ontario et on essaie de changer que c'est pas de surveillance, c'est une différence d'évaluation ou suivi. Et on a plusieurs études et puis on fait le développement et on travaille avec un conseil autochtone pour la gouvernance des données autochtones. On continue à travailler, pas juste sur la gouvernance des données, mais aussi la souveraineté des données. On veut reconnaître les biais dans les données En et reconnaissant. qui est propriétaire de cette donnée qu'on partage, ces groupes qui sont étudiés. Puis on parle de financement, on parle on a besoin d'avoir la responsabilité accentuée sur les personnes qui augmentent en l'âge, l'accès au logement, qu'on ne veut pas exclure les personnes qui ont manque d'accès aux soins VIH. On ne veut pas être extractive, on veut répondre aux besoins. Et je voulais parler de notre campagne. Alors, je vais vous parler de notre campagne. La communauté travaille ainsi avec la communauté pour lancer une prochaine itération de cette campagne pour réellement signaler, sonner l'alarme que le VIH est en hausse. Et j'aimerais juste vraiment centrer cette discussion et encore une fois, merci de m'avoir offert le temps pour vous parler aujourd'hui. Mais ce travail est vraiment une question de relation, d'humilité, de solidarité. Nous devons continuer cette réponse collective afin que tous puissent avoir l'opportunité d'avoir accès et au-delà de la survie, qu'ils puissent s'épanouir et avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour faire partie de nos communautés. Merci. Merci beaucoup, Nadine, d'avoir partagé tout cela avec nous. J'aimerais inviter tous les panélistes d'ouvrir leur caméra. Et merci encore après tout ce que vous nous avez partagé. Donc, nous avons reçu plusieurs questions au cours de ce webinaire, mais étant donné le temps que nous avons, je pense qu'on a quand même répondu à certaines des questions. Mais en continuant dans cet élan d'espoir, Nadine, j'aimerais demander aux panélistes. Donc, quelqu'un du public a demandé, Tala a demandé, qu'est-ce que vous espérez pour le futur du militantisme communautaire et dans le futur? Donc, pouvez-vous juste élargir le concept d'espoir? Qu'est-ce qui vous inspire à continuer toujours ensemble pour travailler vers des actions, des principes, des efforts envers ces enjeux-là? Donc, je vais vous laisser la chance d'ouvrir votre microphone et partager à votre gré. Je peux dire quelque chose? Je me demande si le silence en réponse à cette question est peut-être que c'est un signe de cette ère qui n'est pas si remplie d'espoir, en fait. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai assez expertise au-delà de ce contexte ici pour dire qu'il y a vraiment une fondation pour un espoir réel, mais par respect au contexte canadien, je pourrais dire deux choses qui me donnent espoir sont le progrès qui a été fait concernant l'opinion publique et la réforme juridique par rapport à la communauté LGBT et un peu moins à la communauté T au Canada.
pas que ces droits sont sécuritaires, il ne faut pas les prendre pour acquis, surtout étant donné la rétrogradation accroissante envers la communauté trans dans des parties du Canada. Mais je crois que ça l'a démontré qu'est-ce qui peut être accompli au cours de quelques décennies. Et je crois que ça, c'est pas impossible, mais ça serait difficile de vraiment rétrograder toutes ces politiques. Donc, peut-être c'est pas un, un- un très grand élan d'espoir, mais je pense que ça peut être encourageant. Donc, d'une façon comparable, même s'il n'y a pas eu autant de progrès, je crois qu'il y a eu quand même euh, une transformation significative au niveau public et politique par rapport à la réduction des méfaits. Et je dirais que c'est plus imbriqué dans l'opinion populaire au Canada que moins certainement que l'acceptation des personnes LGBT, mais encore une fois, il y a eu quand même un mouvement significatif, même plus qu'il y a eu 20 ans passés, et une reconnaissance qu'on doit continuer à redoubler sur cette soi-disant guerre sur les drogues et qu'on reconnaît que ceci est stupide et c'est certainement pas une majorité de gens qui détiennent cette opinion, mais c'est certainement beaucoup plus que c'était avant. Oui, je vois ton commentaire, Michaela, et c'est vrai. Oui, merci d'avoir partagé cela, Richard. J'ai pensé beaucoup à cette question d'espoir récemment cette année et pour moi, c'est plus utile de penser au principe sous-jacent. Donc, pourquoi est-ce que nous avons même de l'espoir pour parler de ces choses? Par exemple, pour moi-même, des petites choses simples qui m'amènent de l'espoir sont simplement travailler avec les jeunes et de voir ces réflexes, de voir l'examination les tests des substances et que les gens puissent le faire ou simplement l'injection de drogue sans honte. Ça, c'est très nouveau, très récent. Et c'est quelque chose que j'ai seulement témoigné dans les dernières 10 années. Donc, d'un point de vue structurel, qui sait qu'est-ce que le gouvernement est en train de manigancer, mais au moins d'un point de vue de communauté de souche, juste voir des jeunes qui vivent leur vie, de voir ces réflexes mis en œuvre dans les styles de vie des gens, ça aussi me permet de au moins respirer un peu. Naja, si je peux. Donc, il y a eu une question de le VIH et la vieillesse. Et je pense que je l'ai mentionné lors de ma discussion, mais oui, c'est une question particulièrement importante à considérer alors que nous approchons de du 40e plus anniversaire de l'épidémie du VIH. Il y a beaucoup de bon travail qui se fait, mais il doit y en avoir davantage. Donc, quand j'ai parlé de la recherche de cette composante à l'OHTN, on est en train de financer des projets qui observent la vieillesse et on travaille de près avec des gériatriciens qui, par accident, un gériatricien qui, par accident, travaille de proche avec le VIH. Donc, c'est un peu comme il y a beaucoup de travailleurs de première ligne et qui travaillent avec le logement, l'itinérance, qui voient une proportion disproportionnée de personnes marginalisées qui sont vieilles. Et même à Toronto, on voit que même avec le VIH, quand on parle de vieillesse, ici, on parle de 55 et plus. Et quand on voit des personnes en situation d'itinérance à Toronto, mais certainement à travers le pays, où vous le voyez aussi, il y a une population davantage vieillissante. Et il y a aussi un nombre disproportionné de ces populations-là qui est LGBTQ+. Donc, Kimberly, je n'ai pas une réponse claire, mais c'est certainement sur notre radar et on est certainement en train de le considérer on le voit au niveau des situations d'urgence. Donc, on continue de le prioriser. Et juste pour ajouter à Naja qui parlait de jeunesse, je pensais juste que c'était important de rebondir avec cette question sur la vieillesse. Donc, je vais maintenant arrêter, mais avant
conclure, j'aimerais remercier tous les panélistes d'avoir partagé vos réflexions, vos expériences. Merci à tous les participants. Plus de 100 personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Nous vous apprécions énormément, vous et votre soutien. Nous allons vous envoyer un enregistrement de ce webinaire prochainement, la semaine prochaine. Tous ceux et celles qui ont participé ou qui n'ont pas pu participer, dites-le à vos amis et on pourra partager les ressources aussi dans ce courriel. Merci à nos interprètes également pour leur travail pour s'assurer que ce webinaire puisse être plus accessible. Donc, merci à tout le monde. Bonne fin de journée.